Salut les mecs, salut les beaux gosses et bienvenue sur une nouvelle vidéo où je vais évoquer avec vous les films et séries modernes que j'ai regardés récemment. C'est parti. Premier film que je vais évoquer dans cette sélection, il s'agit de Vol à haut risque, réalisé par Mel Gibson avec notamment Mark Wahlberg et Topher Grace, Topher ou Topher, j'espère que j'écorche pas trop son prénom, bref, c'est un acteur que t'as déjà vu parce que c'est lui qui a fait Venom dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi. Alors ce Vol à haut risque, il s'est fait déglinguer par la critique, apparemment Allociné, tout ça, IMDb, il a pas la moyenne. C'est un film petit budget, oui ça se voit, hein, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'effets spéciaux. C'est pas qu'il va pas se passer grand chose, mais moi j'ai bien aimé ce Vol à haut risque. J'ai trouvé ça assez maîtrisé quand même de la part de Mel Gibson, parce que alors, je vais pas spoiler, mais en gros, qu'est-ce que c'est que l'histoire? Il y a 3 personnages. Donc il y aura Mark Wahlberg qui va faire un pilote d'avion. On aura Topher Grace donc qui sera un témoin, voilà, qui sera escorté également par une nana, donc qui sera, ouais, on va dire un agent de la CIA et qui est chargé d'emmener Topher Grace d'un point A à un point B pour le faire témoigner. Donc là, les garantes de sa sécurité, de sa protection. Et le film va se passer en Alaska, enfin du moins, oui, ils vont décoller de l'Alaska. Et j'ai bien aimé justement ce paradoxe, parce que voilà, dans ce petit avion où ils vont être que 3, et ils vont survoler les montagnes, la nature. En fait, on aura une grande sensation de liberté finalement dans ce film, mais c'est paradoxal parce qu'ils seront enfermés justement dans cet avion. Et là où j'étais curieux, je me suis dit mais attends, voilà pour le pitch du film, tu vois, le synopsis quoi. Puis bon, tu te doutes bien que le vol, voilà, vol à haut risque, le vol va pas se passer comme prévu. Et j'étais curieux de voir comment Mel Gibson allait remplir son film, qui dure, ouais, on va dire, allez, grosso modo 1h30. Donc passer les 10 premières minutes, premier quart d'heure, qui sont les scènes d'exposition, d'introduction des personnages, voilà, qui fait quoi, qui va où, etc. Les motivations de chacun, et le moment fatidique où il monte dans l'avion et l'avion décolle. Je me suis dit, oui, bon là, qu'est-ce qui va se passer? Et franchement, mais j'ai pas été déçu, il y a toujours des trucs. Alors la nana, elle a un téléphone satellite, bon, Mark Wahlberg, il est pilote, mais pas que, jusqu'au moment crucial où ils vont poser l'avion, ou se cracher, ou atterrir, ou pas, je vous dirai pas. Et puis éventuellement même ce qu'il y a derrière, au-delà de cette fin, finalement, non, franchement, je me suis pas fait chier. Et j'ai aimé justement ce cadre de huis clos en avion, avec toute cette nature tout autour, et puis quasiment, je dirais pas tous les 5 minutes, mais il se passe des trucs, et justement, pour moi, ça va être un des points forts du film, ça va être son scénario. Alors après, bon, les interprétations de chaque acteur, bon, Topher Grace, ça va, il est dans son rôle. Mark Wahlberg, il se fait plaisir, ouais, pareil, tu sens que le mec, il se fait plaisir, il va cabotiner un petit peu aussi, puis surtout, voilà, avec le fait qu'il soit moitié chauve aussi, là, la grosse calvitie sur le haut du crâne, ça fait assez drôle de voir Mark Wahlberg avec une tronche pareille. Bon, la fille, elle, par contre, elle est assez transparente, bon, elle est dans son rôle aussi, mais ouais, j'ai trouvé finalement que les rebondissements qu'allait être proposés, le scénario, la qualité de l'écriture, tout ça, ça porte le film, tout simplement. Et la qualité de réalisation, même si elle est assez sobre ici de Mel Gibson, ça fait le job largement. Donc moi, voilà, j'ai bien aimé ce Vol à haut risque, les gars. Exprimez-vous en commentaire si vous l'avez déjà vu. En ce qui me concerne, moi, je vais vous le recommander. Deuxième film que je vais évoquer dans cette vidéo, ça s'appelle Compagnon, et c'est avec Jack Quaid qu'on a pu voir notamment dans la série The Boys. Jack Quaid qui est le fils de Dennis Quaid et Meg Ryan, oui, ça se voit, enfin tu mets les deux, tu mets Jack Quaid au milieu, oui, ça match, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce que c'est que Compagnon? Eh bien c'est l'histoire de Jack Quaid qui va partir en week-end avec des amis dans une maison de vacances tout simplement. Il va y aller avec sa compagne, et assez rapidement, oui, au début du film, ouais, au premier quart d'heure, il va se passer un petit incident avec sa compagnon qui va être au bord d'un lac, pas très loin de ce chalet. Et un des amis de Jack Quaid, du coup, va la rejoindre, et puis il va insister, allez, vas-y, reste un peu avec moi, mets-moi un peu de crème solaire, enfin, en gros, voilà, un petit plan drague dissimulé. Elle est pas très chaude, et l'autre il va insister un petit peu, et puis il va y avoir un accident. Elle va le tuer par mégarde, puisque malencontreusement, elle va trouver un couteau dans sa poche. Ah, qu'est-ce que ça fait là? Voilà, point d'interrogation, et puis il va se passer, une petite scène d'empoignade qui va mal terminer, et la fille va revenir, du coup, au chalet pleine de sang. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, machin et tout.
Et là, bah, on va se rendre compte que Jack Wade, il va pouvoir l'éteindre, puisque sa compagne, bah, ça sera ni plus ni moins qu'un robot. Et du coup, ce compagnon, alors on me l'avait vendu. J'avais lu quelques critiques en disant, ouais, c'est pas mal, c'est un peu comme un nouveau Terminator. Ouais, non, mais là, non, on en est à des années-lumière, alors bon, j'ai regardé le film, on l'a terminé, voilà, je vais pas en dire plus pour pas spoiler, bien évidemment, ouais, c'est assez moyen, je trouve l'idée de base est bonne, oui, pourquoi pas, le pitch, voilà, l'idée de départ et tout, oui, le concept est bon, mais je sais pas, ça va pas au bout de son délire, je trouve, et même au niveau de sa réalisation, sa mise en scène et tout, c'est très sage, il y aura pas grand chose à se mettre sous la dent, même, enfin bon, les effets spéciaux... Oui, il y en a un petit peu d'effets spéciaux, voilà, bah oui, on parle de Terminator, donc oui, il y aura quelques légers petits effets spéciaux, mais enfin bon, c'est pareil, il n'y a pas de quoi faire péter une braguette. Bon, c'est pas un film que je vais spécialement vous recommander, c'est vraiment une toute petite série B, c'est vraiment le projet alimentaire. C'est dommage parce que sur le papier, ça aurait pu être quelque chose de bien, mais ça manque clairement d'ambition, ça manque de moyens. Et puis Jack Wade, bon, au début ça va, et puis bah oui, vers la fin du film... je sais pas, on va dire les masques tombent, je vais pas en dévoiler plus, mais... Bah là j'ai trouvé que du coup il y avait un petit peu une volte-face dans son rôle, et puis que lui, je sais pas, il arrivait pas à suivre, enfin j'ai pas trouvé le tout crédible en fait, voilà, tout simplement. Donc, bah The Compagnon, oui les gars, passez votre chemin, en ce qui me concerne. Ouais, c'était vraiment du petit film Osef pour occuper une soirée, hein. Troisième œuvre que je vais évoquer, du coup c'est une série, ça s'appelle Sévérance, c'est réalisé par... Ben Stiller. Il y a actuellement la saison 2 qui est en cours de diffusion, on est en train de la regarder, et du coup j'ai rattrapé la saison 1, oui, bah, quelques jours, quelques semaines avant la diffusion de cette saison 2, alors j'avais entendu parler de Sévérance, et j'en avais entendu que du bien, et honnêtement, Ben Stiller, voilà, moi j'aime bien Ben Stiller, j'aime bien ce qu'il fait, en général, que ce soit niveau réalisation, ou même au niveau acteur, hein, voilà, moi Ben Stiller, oui c'est vraiment, enfin quelqu'un qui a du talent, je trouve que ce soit dans l'un ou l'autre domaine, et donc bah quand j'ai vu que Sévérance était réalisé par lui, j'ai dit ah oui, bah là oui, tout de suite ça attire ma curiosité. Alors la saison 1, j'ai bien aimé, et c'est là que tu te dis que Ben Stiller il a quand même plusieurs cordes à son arc, parce que bon, il est souvent connu pour être voilà, bon dans les comédies, tout ça, mais enfin Sévérance c'était pas une comédie. Pour résumer grosso modo, hein, le concept très rapidement de Sévérance, ça va être l'histoire de Marc, hein, notamment, mais il sera pas tout seul, qui va travailler dans une société qui s'appelle Lumen. Et en fait, ces gens-là possèdent une puce, hein, ils se sont fait implanter une puce en plein milieu de leur cerveau qui leur permettent, bah, au moment où ils travaillent, finalement, de dissocier bah, tous leurs souvenirs. En fait, ils deviennent quelqu'un d'autre, ça reste la même personne, mais ils deviennent quelqu'un d'autre de manière à être vraiment full focus au travail et ne pas, bah, du coup, se faire perturber par la vie personnelle, voilà, un téléphone qui sonne, t'as ta mère qui est à l'hôpital, ou t'as eu un décès dans ta famille, bah là non, voilà, là t'es quelqu'un d'autre au boulot, et donc bah au moment où ils débauchent, voilà, ils prennent une espèce d'ascenseur, et il y a un petit effet, et bah ils passent de l'un à l'autre, donc sur le concept, hyper intéressant, la saison 1, ouais mais franchement, puis en plus bah il y a John Turturro, notamment dedans, les autres acteurs sont pas très connus, même l'acteur qui fait Marc, il est pas, je crois que c'est Adam Scott, c'est pas forcément quelqu'un de connu, mais quand j'ai vu John Turturro, c'est plutôt un bon acteur qui est même a priori, le mec c'est un Mustang, hein, sur les plateaux apparemment faut vraiment le maîtriser, mais là je l'ai trouvé dans un rôle, alors je dirais pas, il est pas sur la retenue, il est pas sur la défensive, mais je l'ai trouvé un peu à contre-emploi de ce qu'il aime faire d'habitude. Bon après je crois que John Turturro c'est un pote à Ben Stiller, ça se voit, franchement les deux ils se connaissent bien, il est bien dirigé, il est bien maîtrisé. Donc cette saison 1, bah oui ça va du coup bah, nous proposer des situations bah, assez inédites, hein, parce que bah, de par le concept tout simplement. Et finalement tu termines la saison avec presque au moins autant de questions que quand tu la commences. Et là, ma tâche de la saison 2 en cours, je dirais pas que je suis déçu, parce que ça évolue, voilà, ça pouvait pas être non plus un copier-coller de la saison 1, bien sûr, donc là, ça évolue, oui, il se passe des choses, il y a des choses même assez dramatiques, tout ça, etc., bah, notamment avec John Turturro, mais bah, j'ai envie de dire, oui, ça dévie quand même, et en fait, ça nous sort de notre zone de confort qu'on avait peut-être établie dans la saison 1, moi je le ressens comme ça, en tout cas, parce que le saison 1, il y a une espèce de nonchalance qui va s'installer, je sais plus combien il y a d'épisodes, 8 ou 9 quoi, et la saison 2 là elle est pas terminée là, mais ça va pas tarder, et oui il y a quand même
oui, on va être sorti de notre zone de confort, je trouve, dans cette saison 2. C'est peut-être ça qui me perturbe un peu, parce que franchement, objectivement, enfin d'un point de vue qualité d'écriture et tout, c'est pas inférieur à la saison 1, et au contraire, voilà, bah l'histoire évolue, nos personnages évoluent, tout ça, etc. Mais ça nous fait un petit peu bizarre, parce que bah il y a des questions qui vont trouver réponse, mais pour une réponse donnée, tu vas avoir 2 ou 3 autres questions qui vont venir. Bref, cette série, c'est un schmilblick, mais apparemment elle est considérée comme extrêmement qualitatif au niveau du coup de son esthétique. Ça c'est vrai, hein, l'esthétique c'est très très particulier, puis surtout la qualité de son scénario, voilà, de son écriture, tout ça. Et franchement oui, ça oui, ça je suis d'accord. Nous on est à fond dedans, moi j'aime bien. Donc les gars, est-ce que vous aussi vous êtes en train de regarder Sévérance, et quel est votre avis là-dessus? Quatrième œuvre que je vais évoquer, il va s'agir d'un dessin animé, ça s'appelle Angelo et la forêt mystérieuse. C'est un dessin animé français, en plus, et ça se voit, franchement, alors pas au niveau technique, hein, je veux dire le film est bien réalisé et tout, il n'y a pas de souci, on est dans la moyenne, mais au niveau de certains personnages, d'une certaine maturité aussi, de scénario, ouais, j'ai bien aimé. Ah franchement, cet Angelo et la forêt mystérieuse, je l'ai regardé comme ça sans conviction un soir, avec Nina, on savait pas trop quoi regarder, je scrollais un peu sur les nouveautés, je tombe dessus, je dis bon, pourquoi pas, puis bon, la tête un petit peu saugrenue de Angelo, qui rappelle un petit peu de loin, et Arnold, hein, voilà, dessin animé des années 2000, Arnold avec une tête de ballon de rugby. Donc l'histoire, grosso modo, c'est Angelo qui vit avec voilà, ses parents, sa famille. Je crois il a un frère et une petite sœur, ou un petit frère, enfin en gros ils sont 3, plus les 2 parents, et le début du film, la mère apprend que la grand-mère d'Angelo, la mère de sa mère, du coup, est gravement malade, et apparemment, ça sent la fin. Donc du coup, il prépare la bagnole, et c'est parti pour un road trip pour aller retrouver Mémé, qui habite en campagne. Et à un moment, il s'arrête, une espèce de station, hein, voilà, pour acheter à bouffer, remettre de l'essence, tout ça, etc. Et maman, j'ai raté l'avion, ils oublient Angelo sur la station d'autoroute, voilà, et notre pauvre Angelo va se retrouver tout seul. Mais Angelo, il a l'esprit aventurier. Alors il se dit non, je peux surmonter ce truc. Et d'ailleurs, il s'imagine dans sa tête, tu sais, en format gros personnage, un petit peu style Rambo et tout. Et moi, quand je vois ça, ça me fait rigoler. C'est le genre de truc, c'est le genre de caricature qu'on a déjà vu ailleurs aussi. Même dans Bob l'éponge, des fois, tu vois Bob l'éponge qui est incarné en espèce de John Rambo. Et là, c'est pareil. Il s'imagine comme ça. Il va s'imaginer à aller traverser la forêt. Du coup, la forêt qui est derrière cette station-service, et ah non, Mémé, là où Mémé elle habite, il fait chaud, donc elle doit habiter dans le sud. Alors il sort sa petite boussole, le sud c'est par là, il faut traverser la forêt. Donc notre Angelo va se mettre en quête de traverser cette forêt. Évidemment, il va rencontrer tout un tas de créatures magiques, il va se passer tout un tas de choses, tout un tas de péripéties. Est-ce que ça va être dans sa tête? Est-ce que ça va être son imagination? Bon, voilà, je vais rien vous dire, je vais pas vous spoiler, hein, la fin du film de toute façon répond plus ou moins à la question. Et là où finalement j'ai aimé ce film d'animation, donc non seulement c'est bien réalisé, il n'y a pas de souci, il va y avoir un grand méchant dont la voix est interprétée par José Garcia, hein, qui cabotine bien. Et justement, chaque personnage va vraiment avoir sa propre personnalité. Ils seront bien développés, je trouve. Il y a des situations touchantes. Et là où on voit que c'est vraiment une œuvre française, c'est vraiment dans la caricature, voire j'irais même le côté grotesque de certains personnages et certaines situations qui, à mon sens, je trouve, seront même peut-être plus matures qu'un dessin animé, voilà, réservé directement aux enfants de 7-8 ans. Moi, je trouve que Angelo, voilà, si vous voulez regarder un film en famille avec vos enfants, voilà, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça colle, il n'y a pas de souci, mais le propos va s'adresser à eux, mais va aussi s'adresser à vous, via une espèce de double lecture cachée, voilà, parce qu'en fait, je trouve que ce film d'animation s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands, mais en fonction de l'âge avec lequel on va le regarder, et du coup, je pense que l'appréciation ne sera pas forcément la même. Donc voilà, vous l'aurez compris les gars, je vais vous recommander ce petit Angelo qui est pour moi qui est sorti de nulle part, mais que j'ai vraiment trouvé très agréable à regarder. Cinquième film que je vais évoquer dans cette vidéo, The Gorge par Scott Derrickson. Alors moi Scott Derrickson, j'avais vu Le jour où la Terre s'arrêta avec Keanu Reeves, j'avais bien aimé. C'était le remake d'un film, je crois des années 50, voilà par là. Et également c'est lui qui a fait Doctor Strange chez Marvel. Bon, j'ai bien aimé Doctor Strange, mais voilà, sans plus. Puis bon, maintenant les films Marvel, voilà. Hein, comme beaucoup, j'en ai un petit peu marre. Hein. Oui, j'avais bien aimé à l'époque, hein, voilà, les Avengers, tout ça, Iron Man,
Captain America, hein, Captain America, ouais, le premier Captain America pour moi c'est un des meilleurs films du MCU. Bref, fin du hors-sujet concernant Scott Derrickson, donc qui vient de nous pondre ce film tout nouveau qui s'appelle The Gorge, avec notamment Miles Taylor qu'on avait vu dans le dernier Top Gun, hein, avec Tom Cruise. Miles Taylor qui incarnait le fils de Goose, et dans le film on retrouve aussi Anya Taylor-Joy, donc qui était dans Furiosa, hein, voilà, qui fait Furiosa, que j'ai... Ouais, je sais pas, alors j'aime bien Anya Taylor-Joy, mais ouais, je trouve que là il y avait erreur de casting dans Furiosa, quoi, parce que autant dans Mad Max Fury Road, Charlize Theron, mais c'était un grand oui, hein, voilà, et puis la retrouver en petite poulette de 40 kilos dans Furiosa... Il y avait un petit problème de crédibilité, je trouve, et on va peut-être retrouver un peu cette critique dans ce film The Gorge. Alors qu'est-ce que c'est que The Gorge? Donc on a Miles Taylor et Anya Taylor-Joy qui sont tous les deux, oui, des snipers d'élite. Donc Miles Taylor côté américain et Anya Taylor-Joy côté russe, hein, on va dire. Et donc ces deux-là sont recrutés, ils ont pas d'amis, ils ont pas de famille, enfin en gros c'est des nobody, mais qui ont un bon skill à la gâchette. Et du coup ils vont être recrutés pour chacun être dans une tour de surveillance qui va être aux abords d'une gorge. Voilà, une espèce de gouffre dans lequel on va rien voir parce qu'il va y avoir une espèce de fumée. Et au début le film nous est introduit par le biais de Miles Taylor qui va rejoindre du coup son prédécesseur. Il va aller dans la tour, le gars va lui expliquer, il va dire bah oui il se passe des trucs ici, hein, tu vas voir. Alors il y a des mitraillettes tout le long, et puis de temps en temps il y a des créatures qui vont vouloir sortir, on les appelle les hommes creux, et toi ton rôle avec le mec d'en face là-bas côté est, ça va être d'empêcher que les créatures sortent de ce gouffre. Alors il a aussi interdiction de rentrer en contact avec du coup Anya Taylor-Joy qui va être finalement de l'autre côté. Et les jours passent, les mois passent, Anya Taylor-Joy commence un peu à taper de la semelle, elle va tirer avec son flingue, elle va prendre ses jumelles, et puis parce qu'en fait ils se regardent sans se regarder, et puis ils vont commencer à communiquer là, avec des pancartes, donc ça va être rigolo, jusqu'au moment fatidique où Miles Taylor va décider de traverser le gouffre, hein, cette gorge, voilà, pour aller la retrouver, faire sa connaissance, tout ça, etc. Puis il va se passer un petit incident, au retour en fait il va tomber, voilà, dans la gorge, et Anya Taylor-Joy va aller à son secours. Je vais pas en dire plus. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé le concept de protection de cette gorge, voilà, en plein milieu de cette nature, isolée, on sait même pas dans quel pays ça se passe, puisque les deux protagonistes, ils arrivent sur place, ils n'ont pas trop d'informations, en plus ils ont été endormis, voilà, ils sont venus par avion, ils n'ont aucune information de là où ils peuvent se trouver, ils ont des espèces de brouilleurs à côté de leur tour, qu'empêchent les satellites même de voir l'endroit, puis bon, au moment où ils vont tomber dans la gorge, en fait, limite, il y a plusieurs films en un, voilà, il y a cet aspect un peu... romance, hein, avec ces deux personnes qui sont éloignées vis-à-vis de cette tour, cette espèce de gouffre au milieu, puis qui quand même par A ou par B vont quand même vouloir se rencontrer, faire connaissance, discuter. Bon, il va y avoir une petite romance, et puis le fait où ils vont tomber dans la gorge, et là ça va être ça va être entre un croisé entre Resident Evil et Silent Hill, hein. Voilà, je vais pas en dire plus. Alors Là où le film m'a sorti un petit peu, tu vois, c'est que, alors déjà, dans le fond de la gorge, il va se passer des choses, ils vont trouver un espèce de laboratoire, et puis, regarde, c'est magique, on va tout vous dévoiler, hein, tu sais, il va trouver, genre une bobine de film, alors ils vont installer le bordel, et puis là, tout va être expliqué, de A jusqu'à Z, quasiment, enfin, toute l'intrigue du film va être dévoilée, je dis, ouais... Oui, c'est un petit peu facile, hein, quand même, c'est un petit peu... Oui, là, le scénario, oui, c'était... hein, vous avez quand même bien raccordé, là, c'est quand même un petit peu facile, la manière dont on dévoile finalement toute l'intrigue du film. Et puis puis je reviens sur Anya Taylor-Joy, je l'aime bien, mais là, tu la vois avec son gros fusil sniper, sa grosse mitraillette en bas de la gorge pour essayer de buter les monstres et tout, oui, t'as un petit peu de mal. Niveau crédibilité, t'as un petit peu de mal. Mais bon, je vais pas bouder mon plaisir parce que le principe du film et tout, la gorge, avec ce brouillard et tout, ces espèces de créatures, le côté fantastique du film et tout, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. Et c'est un film que je vais vous recommander malgré
ses imperfections, parce que c'est quand même un film relativement audacieux, hein, dans ce qu'il est, dans ce qu'il propose, même si les effets spéciaux, voilà, sont somme toute classiques, hein, il y aura rien de tape à l'œil dans le film, mais je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien. Bon, à part des fois, voilà, bah oui, quelques raccourcis de scénario, quelques ficelles grossières de scénario qui auraient pu être mieux écrites que ça. Bon, après, voilà, c'est pas si grave que ça, parce que, bah voilà, moi, sur le principe, sur le concept, j'ai bien aimé, et franchement, je vais vous le recommander. Sixième et dernier film que je vais mentionner dans cette vidéo, The Substance, avec Demi Moore. Alors celui-là, c'est pas qui m'intéressait spécialement, mais un soir avec Nina, bah on savait pas trop quoi regarder. Et justement, je regardais dans les films disponibles, voilà, je scrollais, je tombe là-dessus, je dis ah oui, mais c'est vrai, The Substance, ouais, avec Demi Moore, oui, ça fait un peu de bruit quand même. Et puis je regarde, j'ai ah bah oui, c'est vrai, ils ont eu un prix au Festival de Cannes, prix du scénario. Et du coup, je regarde la réalisatrice Coralie Farja, je regarde un peu sa filmo, et là, bah, je vois son premier film, c'était Revenge. Ah mais là, je dis ah bah oui, oui, parce que Revenge, moi je l'ai vu. Alors c'était marqué 2017, putain, c'est déjà si vieux que ça. Revenge, c'est un truc de ouf. Revenge, grosso modo, c'est une fille qui va se faire abuser, puis ensuite qui va être laissée pour morte dans un désert. Et en fait, non, elle sera pas morte, et elle va revenir se venger. Hein, le titre du film, Revenge, revanche, puis ça va être assez sale. Hein, puis le... Oui, puis c'était... Oui, hein, ça s'interdisait rien. Hein, donc, j'étais plutôt bien agréablement surpris par ce Revenge. Et quand j'ai vu que, bah, du coup, c'était la même réalisatrice qui avait fait The Substance, je connaissais rien du film. Voilà, à part le pitch... j'ai dit bon, allez, on lance le film, je vois 2h20, j'ai dit oh putain, parce que tu sais en général, nous on est des vieux le soir, hein, avec Nina, à 10h, 10h30, 11h grand max, on va se coucher. Et là Nina était comme ça, ah non je veux, ah non, je veux pas, ah non je veux voir mais je veux pas voir. Non mais les gars, alors déjà, comment c'est possible de faire un film comme ça, voilà aujourd'hui, enfin 2024, 2025, en plus il est primé à Cannes. Quand le film a terminé, j'étais en PLS. Mais c'était un truc de ouf. Attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Qu'est-ce que je viens de voir? J'ai eu l'impression de voir, bah finalement, La Mouche. Tu vois, La Mouche de David Cronenberg avec ce bon vieux Jeff Goldblum, donc qui est de 86, je crois, La Mouche. J'ai eu l'impression, c'est pas copier-coller de La Mouche, hein, mais bon, il y a des similitudes, mais j'ai eu l'impression de voir La Mouche, mais en version moderne. Voilà, c'est pas le même scénario non plus, hein. J'ai halluciné, et la fin du film qui tourne un peu genre Branded de Peter Jackson, et tout ça, ça sort là où on est dans le futur, et en plus c'est primé à Cannes. Non mais les gars, non mais c'est what the fuck. Non mais je veux dire, là là ça redonne espoir. Ah franchement, mais ça redonne espoir au cinéma actuel, c'est un truc de malade mental. Alors, c'est Quatic The Substance, voilà, je vais vous raconter vraiment le pitch, pour vous mettre dans le bain. Donc c'est l'histoire de Demi Moore, qui était une actrice en vogue, a priori. Le début du film démarre, elle a son étoile sur Hollywood Boulevard. Ensuite les années passent, et elle se retrouve à animer une émission de fitness à la télé, et arrivé à la cinquantaine, donc son producteur, hein, incarné par Dennis Quaid, hein, voilà, on en parle encore, de Dennis Quaid, qui fait l'enculé là-dedans. Mais il joue, mais trop bien. On le voit pas beaucoup à l'écran, il a pas beaucoup de scènes, mais putain, il cabotine et il maîtrise ce qu'il fait. Et par exemple, la scène où il va indiquer à Demi Moore qu'elle est virée, ils sont au restaurant, puis tu le vois bouffer des crevettes, et puis tu sais, c'est vraiment, tu vois tout en gros plan, enfin, pour montrer que c'est un gros porc en fait, et tout, mais, enfin, c'est l'image qu'on veut donner de lui, c'est l'image que la réalisatrice Coralie veut donner de lui, puis voilà, on le revoit de toute façon au fur et à mesure du film, et c'est un gros bâtard, et on voit bien qu'il s'amuse à interpréter ce producteur, ce gros bâtard, et donc, du coup, Demi Moore va perdre son job, et donc en rentrant chez elle, elle va avoir un accident de voiture, et en se réveillant à l'hôpital, en sortant de l'hôpital, voilà, finalement elle a de la chance, elle s'en sort indemne, elle va retrouver une espèce de carte bizarre dans sa poche, qui va lui dire, voilà, si vous voulez, vous pouvez changer de vie, on peut recréer un clone de vous-même quand vous aviez 20 ans, mais en mieux, hein, finalement. Donc elle se dit, ouais, putain, ça va peut-être être le moyen pour moi de retrouver ma gloire passée, tout ça, etc. Et après un petit peu de tiraillement, elle va finalement décider, accepter d'ingurgiter cette substance qui va créer un clone d'elle. Donc du coup ça va être une autre actrice qui est incarnée du coup par Margaret Qualley, je crois. Et quand j'ai vu cette nana, je dis ah ouais, non mais attends, c'est une jeune et tout, mais dis quelque chose. J'ai été voir, en fait c'est la fille de Andy McDowell. Donc et puis oui, hein, oui, elle ressemble bien à sa mère.
Et je crois, Demi Moore, elle a été acclamée hein, par son rôle, justement, dans The Substance. Mais honnêtement, la Margaret, enfin, du coup, voilà, parce que le rôle, il va par pair. Oui, non, enfin, moi, je trouve que les deux, j'ai trouvé les deux tout aussi bonnes, l'une que l'autre. Et donc, l'histoire, ça va être que Demi Moore va vivre une semaine, pendant que son clone jeune, entre guillemets, va être en stand-by. Et vice versa, etc. Et surtout, voilà, la règle, c'est une semaine, enfin 7 jours, et il faut pas dépasser parce que sinon, il va arriver des bricoles, hein, il va arriver des bricoles. Et puis ça va être là finalement aussi tout le piquant hein, du film, hein, finalement. Et pour terminer, oui, genre La Mouche, Branded. Enfin, du coup, j'ai regardé le film, il est classé en body horror, voilà. Alors que tu fasses un film d'horreur. Enfin donc ouais, c'est pas que du film d'horreur, The Substance, mais ouais, avec des espèces de mannequins, de créatures, et puis à la fin ça tourne carrément au Branded, et puis comme je dis, en plus c'est primé au Festival de Cannes et tout. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais qu'est-ce que Demi Moore elle est venue foutre là-dedans? Et apparemment, j'ai lu que, oui, elle avait longuement hésité quand même à accepter le rôle, et que finalement elle avait accepté parce que c'était un challenge en fait. Pour elle, parce que tout l'aspect body horror finalement, c'était ça qui lui convenait pas. Mais elle est à fond dedans. Ah les mecs, elle est à fond dedans. Putain, puis la fin du film, enfin bon, je vais pas dévoiler, mais voilà, elle a des prothèses, elle est maquillée et tout. Enfin c'est Branded. Et franchement c'est Branded. Donc là franchement, mais sur le cul. Hein. Ah les mecs, mais sur le cul. PLS absolu. Et quand on a terminé le film avec Nina, donc du coup j'ai dit à Nina, j'ai dit ouais tu sais ça m'a rappelé un autre film qui s'appelle La Mouche. Ah chérie, je veux le voir. J'étais sûr. J'ai essayé Branded, mais je crois qu'elle est pas mûre. Elle est pas encore mûre. Mais si elle me réclame déjà de voir La Mouche de Cronenberg, on est pas mal. On est pas mal. Donc les mecs, franchement, enfin, si t'as entendu parler de The Substance de loin, voilà, Demi Moore, machin, Festival de Cannes, tout ça, machin, mais puis finalement un peu comme moi, qui a pas prêté plus attention que ça, mais que, La Mouche ou Branded, ça te parle. Là du coup c'est des références qui te parlent. Mais les mecs, mais franchement, mais passez pas à côté de ça. Mais c'est voir une telle production aujourd'hui, dans le futur, et en plus récompensée, c'est juste improbable. Voilà les gars, ainsi s'achève cette nouvelle vidéo de ces films et séries modernes que j'ai vus récemment. Et exprimez-vous en commentaire, avez-vous vu ces films ou séries que j'ai indiqués dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez vu récemment comme film ou série? Bref, à vous de jouer, exprimez-vous en commentaire, et moi je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu